Le jeu vidéo est-il mort? En octobre 2024, l'ex-PDG de Sony Interactive Entertainment a déclaré « Format économique du AAA est devenu une équation impossible ». Dans le même temps, le PDG d'Xbox déclarait le AAA est devenu quelque chose d'insoutenable dans l'économie et dans l'industrie du jeu vidéo. On a pu tous constater également les licenciements, les fermetures de studios, les arrêts de projets, les flops, les scandales également. Maintenant ici sur la chaîne Under NDA, vous savez, ce qui nous intéresse c'est la forme, le métier, l'état d'esprit de tout ça. Donc on va essayer de revenir un petit peu en arrière et de comprendre ce qui s'est passé et de voir si en effet le jeu vidéo aujourd'hui est mort. D'abord revenons aux sources, les années 80. Bien sûr il y a eu des choses antérieures aux années 80, mais on va dire que c'est vraiment les années 80 qui ont commencé à transformer la création de jeux vidéo en quelque chose d'une part rentable, c'est-à-dire qui rapporte beaucoup d'argent, et d'autre part qui commence à rentrer un petit peu chez les gens. Ça on le doit avec l'arrivée notamment et des premières consoles, mais c'était pas encore le top du top à ce moment-là, mais surtout des ordinateurs dits personnels, donc toute la série des Amstrad, des Commodore 64, des MO5, des Amiga, j'en oublie plein, je dirais certainement, mais c'était pour la première fois, et en tout cas pour les personnes dont moi qui ont connu cette époque, un moment où on faisait rentrer de la technologie à l'intérieur des maisons, mais c'était une technologie où le côté divertissement, le côté jeu vidéo commençait en tout cas à être l'un des intérêts d'utiliser ce type d'outils pour les familles. Donc moi j'ai eu cette chance d'appartenir à cette catégorie, donc de voir débouler un jour mes parents avec un Amstrad, CPC 464 à l'époque, et en fait on s'en rendait peut-être pas compte complètement à l'époque, mais c'est vraiment la première porte d'entrée, je dirais, de cette industrie chez les familles. Dans le même temps, à l'époque, qui était et à quoi pouvaient ressembler les gens, les équipes, ou en tout cas les structures qui fabriquaient en tout cas les contenus. Donc il faut se rendre compte qu'à l'époque c'était des gens souvent tout seuls, ou des très 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 petites équipes, considérés un petit peu comme des fous, considérés un petit peu comme des gens qui maîtrisaient un petit peu tout un tas d'arts. Il suffit de regarder, même encore aujourd'hui, des documentaires ou des émissions qui étaient faites à l'époque, dans les journaux télévisés, à l'information, vous retrouvez tout ça sur le site de l'INA de manière très simple, en fait vous vous rendrez compte que ça faisait très peur, et en fait on découvrait en fait cet univers-là. Mais à cette époque-là, il y avait des petits gars qui étaient un peu considérés, comme je l'ai dit, comme des fous, qui eux ont fabriqué petit à petit et créé les bases, le terreau de ce qui allait devenir après l'une des industries les plus puissantes du monde. Ceux qui se souviennent, faut se rendre compte qu'à l'époque il n'y avait pas internet, il n'y avait pas tous les canaux de diffusion, de communication, donc à la fois pour les créateurs de jeux vidéo, mais à la fois aussi pour les gens qui étaient éditeurs, qui les vendaient, c'était quand même assez très compliqué. On peut se rappeler très bien de double pages dans les magazines spécialisés dans lesquels vous aviez des listes de jeux et dans lesquels vous les commandiez, parcouriez, etc. Donc ça c'était vraiment le début, je dirais, de la découverte, je dirais, de ce qu'on peut qualifier de l'introduction du jeu vidéo dans les foyers, parce que le sujet il est vraiment là. Bien sûr il y avait des bornes d'arcade, bien sûr il y avait tout ce qui pouvait aller je dirais autour de ça, mais là on avait vraiment le jeu vidéo qui venait à la portée de tous, chez chacun, à la maison. Donc les années 80 ont été marquées là-dessus, mais déjà dès la fin des années 80, très vite on s'est aperçu, et les éditeurs se sont aperçus, que ça générait déjà quelques milliards de dollars sur la planète, et qu'il y a vraiment une cible, en tout cas pour cette partie-là. Mais on est encore à cette époque-là dans quelque chose qui n'existe pas, parce que ces gars-là sont en train de l'inventer en fait. Donc c'est forcément des toutes petites équipes, voire des gens souvent tout seuls, qui sont là-dedans. Alors, dans les années 80, on va pouvoir tout simplement citer quelques titres. Donc on va avoir Pac-Man, forcément l'ancêtre ultime, qui vient de l'arcade et qui est passé, je dirais, sur les machines, je dirais, de salon, sur les machines familiales. On va avoir la sortie en 86 de Legend of Zelda, donc qui introduit à lui seul tous les concepts d'exploration forte, libre, et aussi de sauvegarde de tous ces éléments. On va avoir
Tetris, qui est aujourd'hui encore un des jeux les plus vendus de tous les temps, Super Mario Bros, qui va réinventer toute la partie plateforme, qui va créer la partie plateforme, qui va créer un peu le style, je dirais, Super Mario Bros. Mais on va avoir des jeux un peu moins connus, mais enfin, pour les jeunes, Elite, qui était un simulateur spatial, qui lui va repousser les limites et qui était un peu un des ancêtres du monde ouvert tel qu'on connaît aujourd'hui. Ensuite, on arrive dans la période des années 90. Là, il y a plusieurs phénomènes qui se produisent et qui vont créer un impact vraiment, vraiment lourd, en tout cas pour ça. Le premier, c'est les consoles. Donc on va débarquer des consoles Nintendo, les premières PlayStation, etc. Et là, encore une fois, je reprends ce que je disais avant, on a vraiment une invasion des familles, c'est le terme qu'il faut employer, puisque là, on n'a plus la complexité de ce que pouvait être l'installation à domicile même d'un ordinateur personnel. Ça va être quelque chose qui va voilà, en un claquement de doigts, on branche, on met sur la télé, ça fonctionne. Donc en fait, il y a une nouvelle cible qui commence à s'ouvrir de plus en plus. Et en fait, c'est un raz-de-marée, puisque je parle d'invasion, c'est pas pour rien. Il y a vraiment une invasion qui se fait sur la planète par rapport aux consoles. Les ordinateurs commencent aussi, eux, à upgrader, c'est-à-dire qu'on voit et on commence à voir apparaître la norme du PC, qui aujourd'hui, tout le monde a un PC, mais il faut savoir que le PC a été, je dirais, une norme qui est devenue une norme à cette époque-là, puisqu'avant, il y avait, comme je le disais dans la partie précédente, des ordinateurs personnels différents, des Amstrad, des Commodore, etc. Donc là, on a déjà une démultiplication des cibles. On commence à constater dans les années 90 que les équipes commencent à grossir. C'est-à-dire que les éditeurs, les publishers, les gens qui font des jeux commencent à comprendre qu'en fait, il y a une demande qui est de plus en plus croissante et qu'en fait, ils sont en train de créer quelque chose qui n'existe pas puisque ces professions n'existaient pas. Donc en fait, ces industries, ces éditeurs, ces publishers les ont inventés. Et c'est là qu'ils ont commencé à créer tous les métiers. C'est-à-dire que là où il y avait une personne qui fabriquait un jeu vidéo ou une toute petite équipe, et en fait, on a commencé à former, fabriquer des gens qui vont se spécialiser dans le son, le graphisme, tous les éléments en fait, qui vont constituer, je dirais, un jeu vidéo. Là, ils ont lancé quelque part une forme d'industrialisation un petit peu plus poussée, je dirais, de la création du jeu vidéo. Alors, beaucoup de ces développeurs étaient d'abord des passionnés, souvent des modeurs, parce que le modding a toujours contribué à apporter beaucoup de puissance, en tout cas au développement de jeux vidéo et à cette industrie. Et les années 90 sont vraiment marquées par ça, c'est le début d'une forme d'industrialisation, et on commence à avoir des titres un peu plus lourds, un peu plus conséquents qui vont se mettre en place. Et là, on sent que ça commence aussi à être gros, voire très gros, parce qu'à la fin des années 90, en fait, on va instantanément se rendre compte que là où il y avait déjà quelques milliards de dollars qui étaient fabriqués, là on commence à multiplier cette somme, multiplier cette somme, multiplier cette somme. Donc, c'est un tournant, encore une fois, mais dans le même temps, c'est là où c'est intéressant, c'est que, en fait, il y a deux courbes, deux parcours, deux chemins qui sont en train de s'ouvrir à ce moment-là, puisque dans le même temps, on a l'apparition de la démocratisation des premiers outils. Parce que là où les studios fabriquaient tout de A à Z, avec des gens qui étaient considérés un petit peu comme des génies ou des fous, en fait, là, on va commencer à avoir des structures, notamment les moteurs. Donc les premiers moteurs qu'on voit apparaître avec Unreal Tournament, le Quake Engine, etc., sont des éléments qui vont booster l'industrie, parce qu'il va y avoir également, je dirais, des moteurs qui vont être partagés, il va y avoir des échanges qui sont faits, je dirais, là-dessus. Et de ce fait-là, il y a une espèce d'harmonisation, en tout cas de la technique et de l'artisanat, je dirais, du jeu vidéo, qui commence, je dirais, à aussi naître et permettre de pouvoir former des gens, fabriquer des gens, de donner des compétences aux gens, de donner aussi de la ressource, de la structure. Donc les années 90 sont vraiment marquées par cet impact-là, et tout le monde commence à se dire « Waouh, attends, ce truc-là, ça commence à être fort, à être puissant ». On commence à constater
tout doucement aussi un changement de l'état d'esprit, parce que aujourd'hui être geek, aimer les jeux vidéo, c'est quelque chose qui paraît totalement normal et cool, mais il y a eu beaucoup d'années, croyez-moi, où en fait c'était pas cool quoi. Les gens qui jouaient aux jeux vidéo, ils étaient considérés un petit peu comme des légumes. Les gens qui fabriquaient des jeux vidéo, on disait mais c'est quoi ce métier, etc. Et ce qui est marrant, c'est que ça peut avoir une connotation avec aussi tous les gros changements sociétals qui peuvent avoir lieu. Je pense notamment à YouTube, je pense notamment à tous les réseaux sociaux, toutes les nouvelles formes d'expression, toute la création de contenu qui est toujours d'abord beaucoup décriée et qui ensuite en fait devient quelque chose à l'intérieur de la société. Donc les années 90 ont été marquées par ce biais-là, la puissance des consoles et le fait qu'on commence à structurer, on commence à mettre en place les outils pour fabriquer des jeux encore plus gros, pour avoir des équipes encore plus grosses, et c'est dans ça que va basculer, je dirais, la suite. Alors 90, là on upgrade le niveau, donc on a Doom 93 qui va mettre en avant son développeur, et qui va faire de lui une star et un génie, qui va apporter un FPS puissant, qui va tout changer en termes techniques, en tout cas sur la partie FPS. On va avoir Final Fantasy VII, on va avoir The Legend of Zelda Ocarina of Time, qui a été en tout cas perçu comme un chef-d'œuvre technique et narratif absolu. Même aujourd'hui, je pense que c'est l'un des plus grands chefs-d'œuvre techniques et narratifs qui a jamais existé. On va avoir des premiers éléments de Pokémon, on va avoir Half-Life, le numéro 1, qui lui va apporter une narration et va apporter quelque chose de complètement différent et qui va créer un peu les bases de la narration ou de la cinématique à l'intérieur du jeu. Mais ça, c'était en 98. Arrivent ensuite les années 2000. Donc les années 2000, là, c'est vraiment la folie, puisque c'est ce qu'on peut appeler l'âge des blockbusters. Donc là, on va commencer à avoir des énormes productions, des jeux avec des 200, 300, 400 personnes. On va commencer à avoir l'apparition des licences, où on va créer le modèle économique de « Ah tiens, je fais le 1, je fais le 2, je fais le 3, je fais le 4 ». Et en fait, ça va devenir une espèce d'industrie. À ce moment-là, ça commence à devenir véritablement un métier également. Et en tout cas, la professionnalisation qui a été enclenchée dans les années 90, elle commence à porter ses fruits, puisqu'on commence à avoir des équipes pluridisciplinaires avec tous les métiers, je dirais, d'engagés. Et là, on assiste un peu à la naissance du petit Hollywood, on va dire, puisque l'industrie du jeu vidéo commence à partir des années 2000 à venir un peu jouer sur les plates-bandes, je dirais, d'Hollywood. Et du business du cinéma. Sur le courant de l'année 2000, l'industrie génère déjà plus de 25 milliards de dollars, je dirais, de revenus. Donc voilà, ça y est, on est passé, je dirais, dans l'étape d'après. Les sociétés deviennent très grosses, très puissantes, mais à côté de ça, les moteurs continuent de devenir de plus en plus poussés. Ils commencent à être rendus publics. En fait, ce qui est intéressant de constater, c'est que plus cette industrie devenait grosse, plus les acteurs de cette industrie devenaient gros, plus ils laissaient derrière eux des miettes, hein, en quelque sorte, mais toutes ces miettes, en tout cas, ont été récupérées par toute des créateurs, je dirais, beaucoup plus petits, des créateurs beaucoup plus passionnés, des créateurs qui sont nés avec cette industrie et qui, en fait, ont tous récupéré. Et c'est là qu'on a vu apparaître d'autres modèles, en tout cas, de fabrication de divertissement au travers du jeu vidéo. Je pense notamment à tous les premiers jeux indés qui ont tout cartonné. À la fin des années 2000, on peut dire que l'industrie, à ce moment-là, elle est vraiment au top de sa forme, quoi. Je pense que c'est un peu l'âge d'or. Si vous regardez un peu tous les jeux qui sont sortis dans les années 2000, vous vous rendrez compte qu'il n'y a que des merveilles, quasiment, qu'il y avait une espèce de pluralité des choses, puisqu'on avait une combinaison à la fois de la puissance des équipes, la puissance de l'argent que ça ramenait, le fait que c'était assez structuré en tout cas comme concurrence, même s'il y avait des énormes batailles entre les consoles, mais en tout cas c'était vraiment pour moi l'âge d'or de l'industrie du jeu vidéo et de ce qui a pu se mettre en place. En 2000, donc le fameux âge d'or, là on a World of Warcraft, WoW, donc qui va populariser intégralement le MMO, qui va exploser les compteurs. On a GTA, San Andreas, qui va apporter aussi tout ce qu'on connaît de GTA, Shadow of the Colossus, on va avoir Minecraft,
qui montre déjà une première émergence aussi de la scène indé, ou en tout cas de la scène solo, un petit peu underground. On va avoir Portal, on va avoir en 2004 Half-Life 2, la suite, qui est pour moi l'un des meilleurs jeux de tous les temps. Passons maintenant, et nous arrivons à la période qui nous intéresse, c'est celle de maintenant, qui a commencé, on va dire, à partir de 2010, on va dire, jusqu'à aujourd'hui. Là, on tape un peu la démesure, puisque là où ça grossissait en termes d'équipe, en termes de structure, en termes d'ambition, en termes de projet, aujourd'hui, sur les années 2010, là on a basculé dans des jeux colossaux faits par des équipes de 500, 600, 1000 personnes, avec des budgets de 300, 400, 500, 600 millions, peut-être 1 milliard un jour, si ce n'est pas déjà le cas avec GTA 6. Sauf que dans le même temps, on peut constater que le joueur, lui, il a vieilli aussi avec le jeu vidéo. Le joueur, il a aussi appris à découvrir, je dirais, d'autres aspects. Et en fait, on est sur un point d'équilibre en ce moment où tout est en train de changer, tout est en train de se restructurer, et que les gros qui sont rentrés dans un modèle d'une ultra-industrialisation, pour rappel, si on regarde bien au début, le but de l'industrialisation, c'était de pouvoir en effet faire en sorte que s'il n'y a qu'une personne qui peut tout faire, quelle est la solution pour que on puisse transmettre ces tâches et en utiliser des équipes. Là, on arrive au paroxysme, je dirais, de la chose. C'était aussi le but de pallier, je dirais, notamment à des besoins plus importants par rapport à des ambitions, etc. Donc là, on est au bout du truc, on est complètement à bout de souffle, parce qu'à la fois les joueurs ont pu changer, mais en même temps aujourd'hui les équipes sont monstrueuses, et qu'il devient de plus en plus difficile de faire, pour les industries, attention, je le souligne, des jeux sans beaucoup de personnes. J'ai vu de nombreuses interviews où beaucoup de gens disaient mais nous on ne sait pas faire des petits jeux, en fait on fait que des gros jeux, et en fait aujourd'hui le modèle économique du gros jeu qui coûte une blinde, c'est peut-être un modèle économique qui est dépassé. Donc 2010 c'est la démesure, hein, comme on l'évoquait. Donc on va avoir Skyrim, on va avoir Dark Souls, on va avoir The Witcher 3, que des jeux énormes, j'en ai oublié la moitié, on va avoir GTA 5 qui sont là, et le point commun c'est que c'est des énormes super productions, on a toutes les licences qui sont poussées à l'extrême comme Call of Duty, etc. Mais à côté de ça, on a des petits moments de folie, notamment si je pense à Undertale, donc qui est encore une fois une scène un peu underground, un peu spécifique, qui est un chef-d'œuvre d'immersion narrative, de façon de raconter une histoire, de façon de briser le quatrième mur, et encore une fois, à ce moment-là, ça marque un peu, je dirais, cet état d'esprit où on commence à voir les graines exploser et venir concurrencer les plus gros. Donc dans le même temps, et c'est là où c'est important, et je pense qu'il y a une liaison à faire, en fait, tous les moteurs se sont démocratisés, les outils pour fabriquer des jeux sont de plus en plus puissants, les outils pour faire de la 3D sont de plus en plus puissants, les outils pour faire du son sont de plus en plus puissants, on a l'arrivée de l'IA, c'est un autre débat, mais l'IA va apporter aussi du support sur certains outils, je ne parle pas de création, là je parle vraiment d'outils, et en fait il y a un changement du paradigme total, puisqu'aujourd'hui on voit des petits jeunes ou des gens plus âgés qui tout seuls dans leur garage ou avec 2 ou 3 personnes, 2 ou 3 potes sur des sprints assez courts, sur des temps de production assez courts, vont être capables de réaliser des chiffres qui viennent exploser tous les compteurs et qui viennent un peu concurrencer l'industrie, je dirais, actuelle. Sur 2020, je vais surtout me concentrer sur justement ces nouveaux acteurs émergents, puisqu'on va avoir 2 ou 3 succès explosifs, on va avoir Slender, on va avoir FNAF, on va avoir Mouse Washing qui est très récent et qui sont des exemples purs et durs. On a Dead Cell, voilà, on a plein de petits jeux comme ça qui arrivent de la scène indie, underground, parce que j'aime bien aussi cette scène underground. C'est souvent des jeux qu'on voit pas du tout du côté mainstream, mais il suffit de regarder les chiffres de vente ou les reviews sur Steam, vous avez des jeux qui sont en train d'éclater des super productions, et ce sont des jeux qui ont été faits par 2-3 gars, voire souvent une seule personne, et le futur il est là. Donc ça pour moi c'est le point le plus positif, et personnellement, comment je l'analyserais? Alors, bien sûr, comme on l'a dit ici, ce qui nous intéresse, c'est le fond. C'est que
le jeu vidéo, c'est quelque chose qui est parti comme étant un espèce d'art un peu foufou, un peu fait par des génies. Il a été industrialisé, il a été, enfin d'abord, ça a été de l'artisanat, ensuite il était devenu ultra industrialisé. Aujourd'hui, c'est des usines gigantesques qui fabriquent ça. Mais en fait, on revient un peu aux sources, puisque c'est de l'art. Donc étant donné que c'est de l'art et qu'aujourd'hui, je pense que tout le monde l'a compris, tout le monde le sait, et en fait, on ne peut pas industrialiser de l'art. Malheureusement pour les industries et les gros éditeurs, mais tant mieux, parce que ça montre que aujourd'hui où les outils sont très puissants, où faire un jeu vidéo devient plus facile. Alors, entre parenthèses, il n'est jamais facile de faire un jeu vidéo, je suis très bien passé pour le savoir, mais c'est beaucoup plus facile en tout cas pour quelqu'un qui se dit je suis motivé, j'ai envie de travailler dur, d'arriver à fabriquer en tout cas une expérience interactive avec tous les outils d'aujourd'hui. Donc ce qui est intéressant, c'est ce retour aux sources en fait, qui est pour moi ultra positif. C'est pour ça qu'il faut rester positif par rapport à l'industrie du jeu vidéo et par rapport au futur du jeu vidéo. Peut-être que faut pas condamner tout de suite les dinosaures, faut pas condamner tout de suite les très gros. Faut aussi peut-être parfois essayer de comprendre pourquoi ils en sont arrivés là. Peut-être que ça les a dépassés, peut-être que c'est une crise de croissance qui a été beaucoup trop rapide. Rappelons quand même que cette industrie, si elle a à peine 40 ans en réalité, c'est tout. Donc on n'est pas en train de parler de métallurgie, on n'est pas en train de parler de fabrication de voitures, on est en train de parler de quelque chose qui a 40 ans. Donc c'est important de le dire. Mais aujourd'hui, c'est vraiment rentré dans une notion artistique pure. C'est très dur d'industrialiser de l'art. C'est très dur de trouver une recette magique pour l'art. On le voit et on le constate avec la musique, avec le cinéma, etc. etc. Et voilà, je pense que la conclusion à apporter, c'est que bien sûr que ces temps sont très difficiles pour les acteurs du marché, pour l'industrie, mais le futur ne peut être que bien. Et si vous êtes créateur, si vous êtes motivé, si vous avez envie de travailler à fond, si l'expérience de l'immersion interactive du jeu vidéo, mais elle est tellement large aujourd'hui qu'il y a tellement de possibilités, la seule chose que je peux vous dire, c'est allez-y, foncez, quoi. Parce que là, il y a un boulevard devant vous, donc tous les créateurs, allez-y, foncez. Le jeu vidéo vous appartient, le jeu vidéo est un art, le jeu vidéo, c'est magique.